Je crois, si tu veux, là, il y a quand même pour moi, il y a deux choses, parce que la toute première, c'est qu'une des raisons, je pense, de la peur du citoyen, c'est que très souvent l'intelligence artificielle, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, puisque personnellement, je pense qu'il y a plus d'artifice que d'intelligence, notamment justement dans cette puissance de calcul, c'est qu'elle est très fréquemment employée pour remplacer ce qui se fait déjà par des gens. Et donc, elle ne permet absolument pas de cumuler des intelligences et d'ouvrir, d'avoir une créativité. Mais cette créativité-là, de nouveau, pourquoi faire? Au profit de qui? Du bien personnel, du bien commun, et ça doit pouvoir s'analyser. Sur le plan, cette fois, de l'éthique et des libertés et du droit, moi, il me semble qu'on peut aussi observer, et de nouveau, une autre inversion. Il me semble que cette crise l'a bien mis en évidence, qui est celle de la proportionnalité des objectifs. On a l'impression que pendant tout un temps, on pouvait limiter les libertés pour atteindre, de manière proportionnelle, pour atteindre un objectif précis. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'inverse, que d'emblée, ce sont les libertés qui sont proportionnées à des objectifs inconnus, c'est-à-dire qui n'ont pas été discutés de manière démocratique. On ne sait pas ce qui va se dessiner. Et toute la difficulté, me semble-t-il, elle est là. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir une créativité de ces outils. Il n'y a pas de raison qu'on se prive d'une créativité, de possibilités. Mais il faut en avoir les conditions, il faut en avoir quelque part une certaine maîtrise. Ça doit rester finalement des outils au bénéfice du bien individuel et ou collectif, avec un prix, entre guillemets, que nous serions éventuellement d'accord de payer, mais il me semble que ça doit vraiment faire la base, le point de départ d'une position citoyenne, avec effectivement une éducation qui ne permet pas de comprendre et d'accepter ce qui est proposé, mais éventuellement de le souhaiter et de le vouloir. Moi, je ne vois pas pourquoi, très souvent, le discours, c'est celui-là, c'est celui de l'acceptabilité sociale des outils. On est vraiment très peu ambitieux finalement, parce que Oui. accepter un outil, mon Dieu, quelle tristesse. Euh, il me semble que les seuls qu'on peut vouloir, comme citoyens, comme humains, c'est ceux qui sont désirables pour nous, euh, me semble-t-il. Hein. Et juste, je voulais ajouter quelque chose sur un élément, parce que de nouveau, je crois qu'il est important, et pour moi, c'est pas seulement une question éthique, c'est une question de liberté. Une liberté fondamentale, ce n'est pas quelque chose qu'on défend, ce n'est pas quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on exerce. Et on l'exerce dans un lieu, dans une matière, avec ce que l'on est. Et je pense que là, c'est important aussi de pouvoir réfléchir à ce que ces dispositifs font à l'exercice concret, matériel de nos libertés. Si je peux Non pas rajouter sur le quelque plan chose. du droit ou Ouais. de l'éthique, hein, Ouais. vraiment. Hein. Pardon, Oui, oui. voilà, excusez-moi. Mais c'est tout à fait intéressant parce que c'est vraiment le fondamental pour moi qui est le temps. C'est-à-dire que la mise en œuvre actuellement de l'IA est faite à une allure incroyable. Les productions de publications, c'est la même chose. On a accéléré, on est tous sur le temps court et moi je mets ça sur une origine qui n'est sûrement pas la seule, mais en tout cas, c'est cette information en continu qu'on a maintenant. Les premières radios ou télé à faire du continu, c'était il y a pas si longtemps. Et depuis, ça s'est complètement déchaîné sur toute la toile. On vous demande maintenant une attention directe et une réaction directe. C'est ça le système 1. Et là-dessus, il y a une manipulation des foules qui est fondamentale. Et je pense que pour revenir à l'idée du droit par rapport à ça, c'est qu'il faut un temps plus long pour arriver à mettre en œuvre les lois qu'il faudrait. Il faut un temps plus long pour que la politique et la gouvernance soient capables de prendre en charge les choses. Donc, à l'heure actuelle, on court après la déferlante qui arrive, pas forcément que de l'Europe, hein, qui arrive avant tout de l'Asie et des États-Unis. On subit totalement. Je suis tout à fait d'accord. Comment fait-on pour inverser les choses? Je pense qu'il faut arrêter d'être trop sceptique. Il faut faire.
Il faut faire en prenant en compte exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est cette co-adaptation avec les machines. Alors je parlais quelquefois parce j'avais vu ce mot de coévolution, mais évidemment que la machine n'évolue pas. Elle s'adapte. À la limite, c'est même pas sûr que ce terme soit suffisamment non anthropomorphique pour être utile, mais on n'a pas beaucoup de termes en fait pour expliquer le comportement de ces machines créatives là. Effectivement, en fonction de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, la machine va s'adapter. Mais nous sommes totalement comme cela, tout le temps, avec tout. Si vous entendez, par exemple, il y a un truc qui était très très parlant pour ça, à l'IRCAM, qui était fait par des chercheurs, qui était, si vous entendez votre propre voix, vous êtes en train de parler, vous êtes enregistré, on vous restitue la voix dans votre casque, vous entendez. Et j'élève le pitch, j'élève le fondamental, je la mets plus haut. Normalement, les voix plus hautes vont paraître plus positives. Eh bien, sur une statistique suffisante, on montre que quand vous entendez votre voix plus haute, vous êtes plus heureux. Vous imaginez à quel point notre cerveau nous manipule et nos émotions sont prégnantes partout. Donc, les biais cognitifs et cette boucle sans arrêt que nous utilisons entre humains pour nous comprendre, pour co-créer, pour engendrer des idées, des concepts et tout ça, n'existe pas dans les machines. Le haut niveau n'existe pas. C'est de la sémantique ontologique qu'on a mis et qui n'est pas créative. Ce qu'elle sait créer, c'est du bas niveau. C'est effectivement l'appropriation de micro pixels qui sont ensemble, on va débusquer les problèmes sur les cancers, etc. Donc, si on a cette connaissance des capacités réelles des machines, on peut les utiliser au mieux pour nous, pour éviter de tomber dans la dépendance de cette coévolution. Donc, moi, j'en parle sur l'affectif en plus, qui va très loin si on n'est pas suffisamment à même justement de se dégager. Quand vous parlez de désirabilité, je sens pas chez les gens cette désirabilité de comprendre mieux ou d'expérimenter, de jouer avec tout le temps. Ils préfèrent avoir un objet désirable et pas tellement la fonction. Enfin, et en ça, les GAFA sont très forts, beaucoup plus forts que nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut renforcer? Pour moi, il faut renforcer des objets qui seraient plus inventifs, plus créatifs. On en verrait l'utilité. La télémédecine, je suis désolée, hein, pendant le Covid, on en a vu l'utilité. On a vu qu'effectivement, un médecin va avoir moins peur de voir ses patients qui étaient peut-être atteints du Covid, et de la même façon, les patients se rendent dans un lieu où effectivement il y a le virus. Donc, on s'est rendu compte que la distanciation était importante. On s'est rendu compte aussi que on avait besoin d'interaction sociale avec les autres, on avait besoin d'humanité. On a été dans un grand manque de ça. Et donc, comment faire que les choses soient complémentaires et en tout cas ne pas avoir peur des machines, c'est à mon avis très très important. On peut inverser ça dès lors qu'on aura des outils qui sont faciles à montrer et qui sont pas bluffants comme ce que font les marketing des GAFA et des gens qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi juste parce que c'est beau, ça fait fashion ou je ne sais quoi, on va les acheter. Du coup, il est important de comprendre que il faudrait qu'en Europe, on ait cette puissance possible. Et ça veut peut-être dire, par exemple, si je prends juste le gouvernement, ou même ce qu'on fait, peut-être sûrement renforcer la recherche, qui est quand même très basse par rapport à ce qu'on fait en Asie. On avait moins de 2% en France sur la recherche, qui contient aussi tout ce qui est crédit impôt recherche. Et quand on regarde statistiquement qu'est-ce que c'est que le crédit impôt recherche, ça va beaucoup aux banques, aux industriels. Pas forcément pour faire de la recherche fondamentale sur la créativité des machines, que les humains soient plus en capacité de comprendre ce qu'elles font. Vous voyez? Donc, la recherche, alors éthique, si vous n'aimez pas ce mot qui est ultra utilisé partout, effectivement, pour faire du marketing, moi, je m'en fiche, je l'utilise plus. C'est pas ça l'idée. C'est de faire que les systèmes soient plus transparents, plus explicables, et tout n'est pas facile à expliquer et demande encore de la recherche. Et en même temps, qu'on ait ce soin de faire que dans l'interaction, par exemple, avec des agents conversationnels, que je traite comme il doit, c'est-à-dire avec beaucoup de précautions en ce moment, eh bien, par exemple, on puisse faire que la machine s'exprime comme une machine et qu'elle informe de ce qu'elle est capable de faire, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucune juridiction, il n'y a aucune vérification de rien dans les objets que sont, par exemple, Google Home ou Alexa Amazon qui sont à la maison. Et quand je dis à la machine j'ai peur ou je suis triste, la machine est capable de me dire ah vous êtes triste, mon Dieu, je vais vous donner un truc et tout. Et si vous vous amusez un peu, si on apprend à tout le monde à jouer avec ces systèmes qui sont bêtes,
au fond, parce qu'ils ne sont que des systèmes entraînés, ils vont faire que de simulations. À un moment donné, on peut très bien rentrer dans l'incongruité. C'est-à-dire que à force de poser la même question, la machine finalement vous répète la même chose parce qu'elle ne sait plus. Son univers des possibles et on est arrivé aux limites. On est encore devant des machines qui sont très très simples au niveau sémantique pour pouvoir les traquer et les mettre en erreur facilement. Et ça, c'est important de savoir déjouer en fait ces choses invisibles, comme vous avez dit. Et c'est vrai que lorsqu'on demande, on fait un test perceptif avec un ensemble de gens devant un système conversationnel, donc qui dialogue avec la personne, d'accord, en langage naturel. Vous mettez le même système sur votre téléphone, ou alors sur un Google Home, ou alors sur un robot humanoïde, prenons ça. Tout le monde pense qu'il est plus intelligent lorsqu'il est sur le robot humanoïde. Donc, on a des biais dans notre perception qui sont assez importants et pour moi, ces objets peuvent nous permettre d'avoir une meilleure créativité parce qu'ils calculent beaucoup plus vite que nous. Ils ont une mémoire d'éléphant par rapport à nous, mais ils sont en rien humains. Ils n'auront pas de capacité de ressentir, etc. Même si, à l'heure actuelle, j'ai des collègues, puisque je travaille sur affective computing, donc l'intelligence affective, j'ai des collègues qui travaillent sur une espèce d'homéostasie, de simulation de l'homéostasie, c'est-à-dire de la douleur et du plaisir, dans un robot qui serait capable, avec des capteurs sensoriels, de comprendre quand vous le caressez ou quand vous le frappez, et d'interpréter cela en termes d'intention pour revenir à un équilibre. Mais tout ça, ce n'est que de la simulation. Et si demain, on est devant des robots qui nous ressemblent totalement et qui simulent des choses comme ça et qui vous disent vous êtes formidable, risque d'éloignement des humains, risque d'attachement inconsidéré pour surtout des personnes vulnérables, des enfants dans l'éducation. Enfin, donc c'est dramatique ça. C'est ce sujet-là que j'essaie de porter le plus loin sur l'Europe et sur ces discours avec des comités, sans penser qu'on va tout résoudre. Et je ne sais Est-ce pas que, si la démocratie participative est capable d'anticiper ça parce qu'on n'est pas au courant. Donc, mais et on Laurence, peut en pas fait, tout demander à la démocratie participative. vous avez l'air c'est très intéressant, sincèrement. Euh, mais j'ai un petit point qui me gêne encore, c'est que vous parlez comme si le futur était déjà écrit, en fait. Un assistant vocal, c'est pas un Ah non, outil de créativité non, aujourd'hui, jamais c'est je un dirais outil. ça. Oui, oui, non, et j'en conviens, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Est-ce que le droit et l'éthique vont être dédiés ces 30 prochaines années à construire les limites, disons, possibles et, disons, acceptables des milliards d'objets qui seraient déployés pour remplacer ou modifier le travail des travailleurs, pour faire en sorte que vous n'ayez plus quelqu'un au téléphone, j'en fais pas un absolu, mais un robot qui commandera la pizza à votre place, pour aller finalement s'insinuer absolument dans toutes les strates de la société, du commerce, de toutes les relations que vous allez avoir jusqu'à l'EHPAD, où finalement vous aurez peut-être un robot, et je leur jette pas la pierre, hein, j'ai rien contre les robots, mais j'ai quand même un gros doute sur cette régulation, encore une fois, toujours a posteriori. Quand est-ce qu'on se donne aussi, et à mon Non, avis, on doit vraiment lier cette question à la question environnementale, l'opportunité de dire stop. bien sûr, Je vous bien sûr. prends un seul exemple. Pour moi, il manque aujourd'hui cruellement de démocratie, de contre-pouvoir au global dans ces développements techniques. Les seuls aujourd'hui qui sont capables d'arrêter, de freiner la surveillance, et on l'a vu avec la mort, il a fallu la mort d'une personne de Floyd aux États-Unis pour que Amazon et Microsoft cessent pour le moment de vendre de la reconnaissance faciale à la police. Pendant ce temps-là, l'Europe est en train de tergiverser sur les conditions éthiques qui vont rendre ce truc possible, qui vont en déployer partout. En fait, on n'a même pas de réflexion sur est-ce que ces outils en soi, et c'est la question qui était posée précédemment, sont démocratiques. Parce qu'il y a bien des outils qui sont démocratiques, j'y vais un peu à gros traits, hein, et des outils qui ne le sont pas. Un outil qui vous flique en permanence dans la rue, qui vous donne la sensation d'être fliqué, qui vous bride. Vous savez, à Londres, il y a eu des études qui ont été faites avec des étudiants, et ceux-là ont déclaré que s'ils se savaient surveillés par reconnaissance faciale pendant une manifestation, ils seraient 28% à ne pas y aller. Et les biais, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la question? Ça fait 10 ans que systématiquement, dès qu'il y a des données, elles fuitent. C'est quasiment une loi des reins dans le numérique, de toute façon. Quand il y a des données quelque part, elles finissent par fuiter quelque part d'autre, malgré toutes les régulations. Et tous les chercheurs en cybersécurité vous l'expliquent, il n'y a rien qui est jamais sécurisé. Donc quand est-ce qu'on se donne aussi l'opportunité, pour des raisons de préservation de la liberté et pour des raisons
consommation énergétique, de dire stop, on n'en veut pas en fait. On ne veut pas de ces milliards d'objets. Et la question des données, elle est importante parce que c'est elle aujourd'hui qui sert aux associations à saisir le droit. Je pense à la quadrature du net qui peut faire interdire certains systèmes grâce au RGPD. Mais c'est pas la seule question. Parce que le RGPD, il nous coince dans une vision très individualiste des données, finalement. C'est toujours les données, l'individu qui se retrouve toujours seul face à la structure, qui ne peut rien faire. Or, ces problèmes ne sont pas des problèmes personnels, individuels, ce sont des problèmes collectifs.